Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de nous recevoir chez vous pour ce 20h, dimanche 21 août 2016. Démarrons cette édition par Moumar Sy, qui est le nouveau secrétaire général de l'Union régionale des syndicats de Dakar, de la Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal. Au cours de ce congrès ordinaire, le leader du CDSL a fustigé la manière dont les autorités ont alloué des subventions aux centrales syndicales. Ibrahima Sarr n'exclut pas d'ailleurs de soutenir Sidi Ndiaye dans son combat. Son autre préoccupation est une meilleure représentativité des syndicalistes dans les institutions. Un compte rendu de la Salah Cissé et de Libas Laïndir. Les mains en l'air, signe de victoire. La Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal vient d'élire les membres du bureau de l'Union régionale des syndicats de Dakar. Une structure dirigée par Moumar Sy qui aura la lourde tâche de participer à la massification de la CDSL, mais aussi d'être au contact des travailleurs. Des employés frustrés par la subvention de 300 millions allouée à 4 centrales syndicales sur 18. La subvention pour les centrales syndicales, quand le gouvernement l'accorde, on dit qu'il faut exclure toutes les autres centrales syndicales, ne donner l'argent qu'à 4 centrales. Or que ce n'est pas des fonds politiques, ni de l'argent qu'on donne, c'est l'argent du contribuable qui doit être partagé de façon proportionnelle à l'ensemble des organisations syndicales représentées au Sénégal. À ce niveau, nous allons soutenir l'action du Front syndical autonome. Ibrahima Sarr et ses camarades veulent aussi une meilleure représentativité des syndicalistes dans les institutions. Au Sénégal, on a créé un haut conseil de dialogue social où il ne siège que 5 centrales syndicales sur 18. Et nous pensons que le dialogue social au Sénégal ne doit pas être exclusif, il doit être inclusif. Le mouvement syndical est absent au niveau de l'Assemblée nationale. Une alternance générationnelle syndicale pour de nouvelles conquêtes, c'est le thème de ce congrès ordinaire, une manière d'impliquer les jeunes dans la marche du syndicalisme. Parlons à présent de la foudre qui fait chaque année des victimes ainsi que de nombreux dégâts dans les régions sud du Sénégal. Rien que pour la semaine dernière, 4 personnes ont été tuées dans la région de Kolda. Un phénomène qui fait peur, mais les populations ont leur propre manière de se protéger contre cette foudre. Sont-elles efficaces ces mesures préventives? Que faut-il réellement faire pour échapper à la foudre? Et les mots de réponse dans ce reportage signé Boukar Kandé. Ourey nous explique les précautions qu'elles prennent à chaque fois qu'il s'apprête à pleuvoir. Je rassemble tous les ustensiles de cuisine en aluminium, je les recouvre entièrement d'un tissu et je les déplace dans un autre endroit. J'éteins mon téléphone portable et j'enlève la batterie. Mais pourquoi tu fais tout cela, Ourey? C'est pour me protéger contre la foudre. Dès que la pluie s'annonce, nous quittons la rivière pour rentrer immédiatement au village. Nous ne nous abritons plus sous les arbres comme nous le faisions. Et ce, depuis qu'une femme du village qui se trouvait sous un palmier a été abattue par une foudre. Tel n'est pas le cas pour bon nombre d'habitants du monde rural, paysans et bergers en particulier. On a l'habitude de nous mettre sous les arbres quand la pluie n'est pas importante. La foudre fait peur, alors les précautions prises par Ourey et Ansara sont-elles efficaces? Tous ces objets qui peuvent être source d'attraction d'électricité peuvent attirer la foudre. Chaque année, la foudre fait beaucoup de victimes et de dégâts dans les régions sud du Sénégal. La semaine dernière, 4 personnes ont trouvé la mort. Le risque est toujours palpable, compte tenu des fortes pluies du moment. Les portables, il faut les éteindre les appareils électroménagers. Éviter également d'essayer d'enlever les habits déjà suspendus sur les lignes là. Il faut surtout éviter de s'asseoir sous les grands arbres. Pour le moment, ces conseils restent les seuls moyens pour les populations de se protéger contre la foudre. À Kolda, les paratonnerres sont quasiment inexistants, surtout dans le monde rural.
Et nous parlons toujours de la foudre, mais cette fois-ci à Ziguinchor, où la mort de 4 initiés dans le bois sacré du village de Mlomp, département de Bignona, emportés par la foudre il y a juste 3 semaines, reste encore dans la conscience des populations. D'autres accidents similaires ont également été enregistrés les années d'avant dans différentes zones rurales de la région. Des drames causés par un déficit criard de paratonnerre, ce qui n'est pas cependant le cas pour la ville de Ziguinchor, où le comité régional de protection civile avait déjà pris des initiatives. Chartidiane Sissé, Kaba Sissé, reportage. Outre les inondations, l'autre phénomène qui constitue un cauchemar pour les populations de la région sud en période d'hivernage demeure la foudre. Un phénomène naturel qui chaque année fait des morts, surtout en zone rurale. Quand il pleut, vraiment, on ne dort plus. Le mieux, c'est d'augmenter, n'est-ce pas, les paratonnerres au niveau des villages, parce que c'est là-bas où les dangers sont plus récurrents. Chaque année, au moins, il faut qu'il y ait un dégât de foudre au niveau de cette commune de Thionckessine. Cette année, ce qui est passé à Moulomp, c'était trop dur pour nous, et surtout nous femmes. On s'est vraiment mobilisés, les femmes de Thion comme les femmes de Moulomp, pour parler de ces foudres. Quand tu n'as pas l'esprit tranquille, tu es malade. Il n'y a pas de culture intensive. On a peur de ces foudres. Ils n'ont qu'à nous aider parce que nous croyons à la terre et nous travaillons sur cette terre avec nous et la pluie. Vous avez vu que tout récemment, là, il y a eu 2 accidents mortels dont un enfant est décédé. Nous sommes dans une zone vraiment boisée, donc vous savez carrément qu'il y a trop de vent. Et l'insécurité y demeure, les tonnerres et tout ça. Souvent privés de moyens modernes de protection, des paratonnerres en l'occurrence, chacun y va de ses conseils pour se mettre à l'abri de cette décharge électrique meurtrière. Il faut éteindre tous les appareils électroménagers, les portables, les ordinateurs, et ne pas se mettre sous l'arbre par exemple. Rappelez que la rareté des accidents liés à la tombée de foudre dans la commune de Ziguinchor pourrait s'expliquer par une campagne d'installation d'une dizaine de paratonnerres menée il y a plus de 5 ans par les autorités du comité régional de protection civile. Une initiative à démultiplier en rase campagne pour épargner les populations de ces zones rurales de ce phénomène naturel qui hante leur sommeil. Direction Mbour, où depuis quelques années, la forêt classée de Bandia est agressée par des entreprises, une situation que déplorent les populations et ONG qui interpellent le gouvernement à prendre des mesures le plus rapidement possible. La correspondance d'Alun Badara Sonko et de Sherba. Dans la crainte de voir disparaître leur forêt classée, autorités et populations de Bandia sonnent la mobilisation et interpellent directement le gouvernement. Le cri de cœur vient même des populations elles-mêmes qui sont vraiment dans la zone. Et de plus en plus, on voit une exploitation parfois abusive, parfois aussi des attributions qui sont faites sans pour autant que les populations soient informées. Donc l'appel que nous lançons, c'est la préservation de cet espace vert qui constitue en dehors de la forêt de Mbao le seul poumon vert entre Dakar et Kaolack. Donc un espace qui est en constante agression par des industries, mais par des exploitants aussi frauduleux, une exploitation frauduleuse. Au-delà de son aspect environnemental, cette forêt classée constitue une source de revenus indispensable pour les populations locales, plus particulièrement les femmes. Si la forêt ne fonctionne pas bien, les paysans seront fatigués. Parce qu'on dit que si vous n'avez pas beaucoup d'arbres, la pluie ne tombe pas beaucoup. Dans ce combat pour la sauvegarde de la forêt classée de Bandia, le responsable des eaux et forêts de la région de Thiès invite à une synergie des forces pour faire barrage à ceux qui s'adonnent à cette pratique. J'insiste beaucoup sur la bonne collaboration entre les services, mais aussi avec les populations. Mais j'exhorte les populations à plus d'attention à la conservation de peu de ressources forestières qui nous restent dans cette région. Par ailleurs, des femmes venues de Dias, Poponguine, Yen et Bandia ont été primées pour leurs bonnes pratiques pour la sauvegarde de l'environnement. Un quartier avec des espaces verts, c'est ce que veulent les habitants de la cité Impôts et Domaines. Ils ont initié ce matin une campagne de rebasement pour atteindre cet objectif. Une rencontre qui s'est tenue sous la présence des autorités locales. Je vous propose d'écouter à ce sujet Doudou Diane. Il est membre du conseil du quartier. Il est au micro de la Salah Cissé et de Libas Laindir.
les femmes et les jeunes. Nous les invitons à s'approprier le projet de reboisement de notre cité pour une protection et un entretien des arbres aujourd'hui plantés et des places demain aménagées. En effet, l'arbre que nous célébrons aujourd'hui mérite à plus d'un titre notre attention. En effet, l'arbre améliore notre bien-être, embellit notre cadre de vie, purifie et rafraîchit l'air, réduit le bruit, absorbe les polluants atmosphériques, produit de l'oxygène, réduit la température ambiante et améliore et protège la structure du sol. L'arbre protège aussi la biodiversité. Autre actualité, il s'agit bien sûr de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal qui a mis sur le marché un pain avec 15% de farine de mil et de maïs, un programme de diffusion à grande échelle qui concrétise le consommé local. En 2015, l'importation de farine de blé était estimée à 500 000 tonnes et a coûté environ 97 milliards de francs CFA. Pour réduire ce manque à gagner, ces boulangers demandent au gouvernement de supprimer la TVA et la farine de mil et de maïs et d'appliquer la loi 102/2004, un reportage de Gustave Emmanuel Faye. Producteurs agricoles, transformateurs et transformatrices de céréales locales, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal ont mis au point un pain composé avec 15% de farine de mil, maïs et produisent déjà de viennoiseries incorporant 50% de farine de céréales locales, une manière de participer au consommé local. Il y a du mil, couscous, sorgho, maïs, sankal, de bonne qualité. Les vendeurs sont dans les boulangeries. Ce pain dolé, avec ses éléments nutritifs, réduit le cholestérol et lutte contre certaines maladies cardiovasculaires. Les consommateurs apprécient. Ce pain peut aller avec un poulet rôti, il peut aller avec un méchoui, il peut aller avec une bonne soupe, avec un bon firir, non bon yaboy, non waragne. Bien sûr, je lance un appel à tous les pêcheurs de consommer le pain riche d'olé qu'on a fabriqué avec le blé et le mil. Cependant, pour réduire les 500 000 tonnes de farine de blé importée, évaluée à plus de 97 milliards en 2015, les membres de cette chaîne de valeur, via la FNBS, demandent au gouvernement du Sénégal de supprimer la TVA sur la farine de mil et la farine de maïs et l'application de la loi 102/2004 afin de valider ce programme de substitution. L'application du décret 102/2004 est un impératif. Imaginez un taxi jaune noir transporte un malade pour l'amener à l'hôpital. Il revient à la boulangerie pour prendre un peu de pain. On ne peut pas parler de consommer local sans la suppression plutôt de la TVA sur la farine de mil, de maïs. Il faudrait qu'on comprenne. Il n'y a même pas, sur les plus de 400 000 tonnes de production de céréales en mil par exemple, il n'y a même pas de 5% de transformés. Les maires adhèrent à cette politique de création d'emplois. Aujourd'hui, on est forcé en tant que collectivité locale et autorité locale d'appuyer un programme de création d'emplois. Conscients de l'enjeu économique et sanitaire, les boulangers sont prêts à se conformer aux exigences de qualité et d'hygiène pour satisfaire les consommateurs sénégalais. Les cultures de riz se portent bien dans le bassin de l'Anambé, mais les producteurs s'inquiètent de voir leur production se réduire à cause du manque de moissonneuses. Ils réclament des magasins de stockage, une rizerie et surtout du matériel lourd leur permettant d'entamer à temps les labours. Mamadou Niang Diallo est le président de la Fédération des producteurs de riz installés dans le bassin de l'Anambé. Ses propos sont recueillis par Bokar Kandé. Vous savez, il y a une grande amélioration dans la production de riz dans le bassin d'Anambé. Pourquoi l'État a mis des moyens au niveau des paysans, l'État a mis des moyens au niveau des faits probats pour qu'on puisse produire très bien. Le seul inconvénient qu'on a, c'est la transformation de l'usinage. Ils nous ont donné un matériel de 3 cylindres. Or que nous, on a ici les terres argilées compactées. Donc, il nous faut des engins très lourds comme les John Deere, comme les Ferguson 120 chevaux, 110 chevaux, 100 chevaux, qui peuvent déterrer la terre vers mois de mai pour qu'on sème à sec. Comme ça, si la pluie s'installe, on n'a pas de problème. On n'a pas de magasin là où stocker le riz. On n'a pas d'usine de transformation en qualité.
Par rapport au transport, c'est ce que je disais. Si l'État nous aidait une petite camionnette de 3 tonnes, 4 tonnes, et des wagons de 3 tonnes, 4 tonnes, il met ça en subvention, on achète, vraiment, ça serait l'idéal. Parce qu'aujourd'hui, tu as ton riz en brousse, il y a des divulgations des animaux, il y a tout à fait des tentatives de déstabiliser le rendement. Si aujourd'hui tu as un moyen de transport pour ramener le riz rapidement, ça augmente aussi l'autosuffisance en riz parce que le 2% ou le 10% que tu perds en brousse, tu ne vas pas le perdre. Le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a plaidé pour la mise en place d'un réseau de partenariat et d'accompagnement des activités de formation et d'encadrement de cet institut sud-coréen Saemol aménagé à l'UGB. Selon lui, l'objectif est d'informer et de sensibiliser les participants sur ce concept sud-coréen qui a permis à la Corée du Sud de devenir en un quart de siècle un pays émergent. Le professeur Badara Sall, voilà, il s'appelle ainsi. Il est le recteur de l'université Gaston Berger. Nous l'écoutons avec Moussa Diagne et Abdou Boy. Il s'agit d'un grand projet, un projet ambitieux de développement agricole dans notre pays avec comme principal objectif l'autosuffisance alimentaire en commençant par l'autosuffisance en riz. Donc l'État du Sénégal a fait l'honneur à notre université d'être choisi notre université pour abriter cet institut. Le concept Saemol, c'est un peu l'expérience sud-coréenne qui a permis à la Corée du Sud, qui vers les années 1960 était plus ou moins dans le même état, dans la même situation que le Sénégal. Grâce à des stratégies qu'ils ont appelées le projet Saemol, ils ont pu en un quart de siècle devenir... L'idée principale, en résumé, c'est qu'à partir de l'institut qui est basé à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, il va y avoir le choix de villages pilotes. Donc ces villages-là qui sont choisis vont envoyer à l'université Gaston Berger des cohortes de jeunes agriculteurs qui vont être formés aux techniques culturelles, à l'utilisation de machines légères, etc. Et donc acquérir des compétences dans le domaine des techniques culturelles et autres compétences qui leur permettent d'améliorer la production agricole aussi. Éducation dans ce 20h. Après 2 ans d'exécution de leur feuille de route, les responsables de l'université Al-Unjab de Bombay tirent un bilan satisfaisant de l'année écoulée. Selon le recteur qui faisait face à la presse à Sali, Portugal, au terme d'un atelier, le dialogue entre parties prenantes a été privilégié. Lamine Gueye, il se nomme, il est au micro d'Alun Badara Sonko et de Sherba. Normaliser l'année, c'est quoi? Démarrer le 15 octobre et finir les enseignements et les évaluations le 31 juillet. Mais une année universitaire n'est normale que si ça s'est passé dans ces conditions. Ça implique quoi? Démarrer tôt les enseignements, mais aussi faire tout pour éviter des grèves. Et donc, le secret est dans comment éviter les grèves. Éviter les grèves, on y arrive par une pacification de l'espace universitaire en s'investissant sur le dialogue social. Le vice-recteur des études rencontre les délégués d'étudiants, je dis bien tous les délégués d'étudiants, ou le représentant tous les lundis. Le recteur rencontre la coordination des étudiants tous les mois. Je rencontre les syndicats d'enseignants tous les 45 jours. Et le secrétaire général rencontre le syndicat des PATS dès qu'il le demande. C'est ça, c'est le dialogue, c'est l'ouverture. Parce que les questions évoquées peuvent être résolues. Et si elles sont résolues, il n'y a pas de grève. Et donc Bambey, et ça il faut bien le noter, Bambey n'a pas connu de grève d'étudiants cette année, sauf au niveau d'une filière. Sauf au niveau d'une filière. Dans le cadre de la gestion des collectivités locales dans la région de Saint-Louis, un atelier d'échange sur les modalités d'exécution des dépenses publiques a été organisé par l'Agence régionale de développement à Saint-Louis. Au cours de cette rencontre, les maires des collectivités locales de la région Nord et d'autres acteurs intervenant dans la gestion des affaires publiques locales ont pendant 2 jours tenté de lever les contraintes liées à la clôture des conventions. Moussa Diagne, Abdou Boy, compte rendu.
La gestion des dépenses publiques et des compétences transférées, l'exécution des marchés et le processus de clôture des conventions étaient au centre d'un large débat qui a réuni pendant 2 jours à Saint-Louis plusieurs maires des collectivités locales de la région Nord et d'autres acteurs significatifs intervenant dans la gestion des affaires publiques locales pour tenter de lever les contraintes liées à l'élaboration de ces compétences. Aujourd'hui, il y a différentes perceptions. Les élus souvent perçoivent que les receveurs ou les autorités de la DSMP sont en train de leur mettre les bâtons dans les roues. Inversement aussi, le receveur peut avoir l'impression que l'autorité locale veut le doubler pour pouvoir faire passer, en tout cas, ces dépenses sans pour autant se conformer aux procédures. Ce qu'on a constaté, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est qu'il y a un problème de maîtrise des procédures, en tout cas, et des règles budgétaires. Et ça, c'est un problème fondamental. Cet atelier d'échange sur les modalités d'exécution des dépenses publiques a été largement salué par les participants. Il a été demandé à chacun d'évoquer les quelques difficultés, 1 ou 2 difficultés rencontrées au cours d'exécution, soit du budget ou bien des procédures de passation des marchés. Cette rencontre était aussi une occasion pour les responsables de l'administration territoriale, du Trésor public et de la direction des marchés publics d'être sur la même longueur d'onde dans le cadre de la gestion locale. Et c'est maintenant l'heure d'aller voir ce qui se passe hors de nos frontières, en bref et en images. Dans le sud de la Turquie, à Gaziantep, la fête a laissé la place au cauchemar. Ce samedi soir, des dizaines de personnes célébraient un mariage dans les rues de cette ville proche de la frontière syrienne lorsqu'une violente explosion est survenue au beau milieu des convives. L'attaque a fait au moins 50 morts et des dizaines de blessés. Les restes d'une veste d'explosifs ont été découverts sur les lieux. Le président Erdogan a dénoncé un attentat probable de Daesh qui aurait été perpétré par un jeune kamikaze âgé entre 12 et 14 ans. Nos amis et nos voisins étaient là. Nous sommes abattus par la tristesse et la peine. Cette attaque est une atrocité. Nous voulons mettre fin à ces massacres. Nous souffrons tous, en particulier les femmes et les enfants. Le vice-premier ministre s'est rendu ce dimanche au chevet des victimes. Parmi elles, de nombreuses familles kurdes originaires de l'est du pays qui avaient justement fui leur région en proie à de violents affrontements entre rebelles kurdes et forces du gouvernement. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier de l'année en Turquie. C'était il y a 2 ans, en Irak. Sur ces images, issues d'un film de propagande de l'État islamique, de jeunes recrues de l'armée s'apprêtent à être exécutés par les djihadistes. Ce dimanche, le gouvernorat irakien indique avoir pendu 36 hommes reconnus coupables de ce massacre, connu sous le nom de Speicher, le nom de la base militaire où avaient été kidnappés ces recrues en 2014. 1700 militaires avaient été assassinés un par un à cet endroit, non loin de Tikrit, au nord de Bagdad. Parmi les victimes, de nombreux chiites considérés comme hérétiques par Daesh. Une partie des corps avait été découverte dans des fosses communes en 2015, les autres ayant été jetés dans le fleuve Tigre par les terroristes. 24 personnes avaient été arrêtées puis condamnées à mort très rapidement dans cette affaire. En février dernier, un tribunal a prononcé 40 autres condamnations à mort. L'ONU a critiqué l'accélération du rythme des exécutions dans le pays, indiquant qu'elle ne faisait qu'accélérer l'injustice. Place à présent au dossier de ce dimanche qui s'intéresse aujourd'hui au cas de décès par noyade. Entre 2014 et 2015, le nombre a certes baissé, mais les plages interdites sont toujours fréquentées. Malgré l'habilité des maîtres nageurs, chaque année, malheureusement, de nombreuses personnes sont emportées par les vagues du Grand Bleu. C'est une réalisation de Khadim Bay et de Libas Laïndir. 241 cas de décès par noyade en 2014, 175 en 2015. C'est une baisse certes, mais le nombre de victimes a augmenté dans la même période, de 227 à 252. En ce même moment,
Les plages interdites à la baignade sont bondées, envahies. C'est l'été. Ici, par exemple, on aime braver les interdits. Le grand bleu ne fait plus peur aux petits. Et ce qui rend difficile le travail de cet homme. Il est maître nageur, il sauve des vies, mais ce n'est pas toujours évident. Avec les baigneurs, nous on a tellement de problèmes avec la population qui vient ici à la plage. Bon, parce que nous, on a constaté que les gens ne respectent pas les consignes de sécurité des maîtres nageurs. Et que ça, c'est très important. On a retiré ces bouteilles aux enfants, donc parce que bon, ils veulent se baigner avec ça, mais c'est dangereux. Et surtout si le vent souffle de la terre vers la mer, donc ça peut les emporter. De nombreux enfants viennent ici tous les jours pour se baigner. Ils se blessent ou se perdent le plus souvent. Un véritable danger. C'est énorme, hein? C'est énorme. J'ai quelquefois de 15 personnes sur une journée. Des fois, ça dépasse. Il a eu un dimanche, on en a eu 21, c'est-à-dire 20 sur le terrain et une noyade. Les blessés, c'est grave. Oui et non, tu as des graves blessés, tu as des brûlures de méduses, tu as des fractures, tu as des foulures, tout ça on a à la plage et ça il faut voir. La plage et ses dangers. Ici, la consommation de l'alcool n'est plus un tabou. Le sujet fait souvent débat. On ne vend pas d'alcool ici, mais les consommateurs sont très nombreux. Une fois ivres, on les demande de ne pas se baigner, c'est très dangereux. Les consommateurs d'alcool sont donc nombreux? Oui, ils sont nombreux. Qui sont-ils? Ces consommateurs, la plupart du temps, sont des hommes. Il y a aussi des femmes, mais elles ne sont pas sénégalaises. Un parent averti en vaut deux. Mais pour les mamapoules, c'est plus qu'un avertissement. C'est important de les accompagner. Oui, c'est beaucoup important parce qu'il y a les enfants ici. Il faut les surveiller pour ne pas qu'ils ne partent de vue. On ne sait jamais avec les gens qui sont là. On ne sait pas ce qu'ils veulent. C'est pour cela que je préfère les garder pour les protéger. Tu fais ça tous les jours ou bien? Non, de temps en temps. Parfois, par week-end, on vient par là, mais c'est fini, pas tous les temps. Donc pas question de les laisser seuls, hein? Non, pas question de les laisser seuls. Toujours avec moi. C'est important d'être accompagné comme ça? Oui, c'est important pour ne pas se perdre, parce qu'on peut se faire voler ou bien il y a des gens malfaisants. Et même se noyer. Hein? Se noyer aussi, c'est dangereux, donc c'est mieux d'être accompagné. Sur cette plage, les cas de vol et d'agression sont monnaie courante. La gendarmerie veille au grain pour couper le mal à la racine. D'autres plages comme celle-ci sont interdites à la baignade. Nous sommes aux parcelles assainies. Ici également, on a l'habitude de braver les interdits. Vous savez, nous avons plus de 3 km de plage. Et la plage des Parcelles assainies est une plage très prisée. Au moment où nous parlons, si vous vous rendez, vous verrez que la plage est bondée parce que nous sommes en vacances. Chaque année aussi, malheureusement, nous déplorons des cas de noyade. Nous ne pouvons que travailler sur la sensibilisation. Et je pense que l'État, comme la ville de Dakar, ils ont chacun à ce qui le concerne, quand même un important travail à faire de sensibilisation parce que nous sommes en période de vacances. Au Sénégal, de nombreuses plages sont interdites à la baignade. Seulement, l'envie de se baigner est souvent plus forte que les vagues du Grand Bleu. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mame Diawar Diallo sera là demain à 13h pour le Wolof. Quant à moi, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end en compagnie des programmes de la première chaîne privée du Sénégal, la 2STV.